Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. C'est le réveil matinal, le plus de la capitale sur la radio. La plus de la capitale, émission spéciale pour les vacances. Comme vous le savez, à chaque fois que nous sommes en vacances, nous avons souvent des interviews. Oui, comme ça, oui. Mosley, bonjour. Bonjour tout le monde. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Gina, bonjour. Bonjour la fraîche. Tu as la forme? La super forme. Quoi de neuf? Ça va. Alors, Mosley, ce matin, on reçoit? Oui, ce matin, on est avec un invité et on s'attendait, du moins, on est tout heureux de l'avoir sur le plateau. Il s'agit évidemment du Guy Patrick Obiandong, que beaucoup de personnes connaissent sur la place comme l'ancien porte-parole du COPIL, mais avant, il a été président de la Croix-Rouge nationale, mais également secrétaire général du ministère de la Santé. Aujourd'hui, nous le recevons en sa qualité de ministre de la Santé. D'accord, on parlera de quoi exactement? Ensemble, on va aborder les questions inhérentes à sa mission à la tête du ministère de la Santé en rapport avec, on va dire, l'amélioration de la gouvernance hospitalière, la réforme, on va dire l'amélioration la réforme du code du système de santé, en gros, mais aussi parler du code de santé. Monsieur le ministre, bonjour. Alors, comment ça se passe vos premières semaines au ministère de la Santé? En tant que ministre, bien sûr, parce que vous étiez déjà secrétaire général. Merci pour l'opportunité que vous me faites de m'exprimer ce matin sur les questions de la santé. En effet, les premiers pas sont des pas souvent de prise de conscience, parce que vous savez, je fais toutes mes classes au ministère de la Santé, d'agent simple, chef de service, directeur adjoint, directeur général, directeur général adjoint, secrétaire général adjoint, secrétaire général. Donc c'est une maison que je connais assez bien, et donc le diagnostic est quasiment clair sur quelques points améliorés au niveau de la structure. Donc les premières semaines sont des semaines où, conformément aux orientations du président de la République qui nous demande de prioriser nos actions, on fait un état de lieu pour essayer d'attaquer quels sont les problèmes essentiels qu'il faut régler, avec un impact bien évidemment sur le plan social. Donc c'est cette réflexion qui a été faite jusque-là, et vous avez vu que vendredi dernier, nous avons présenté le plan d'action prioritaire au Premier ministre, parce que c'est l'aboutissement d'une réflexion qui a été menée en disant voici les actions prioritaires que nous pouvons rapidement réaliser afin que le système de santé puisse avoir un nouveau visage, comme le demande le président. Est-ce que le plan d'action prioritaire correspond aux conclusions de la task force? Bien évidemment, le plan d'action prioritaire n'est que l'émanation d'un certain nombre de réflexions qui ont déjà été menées dans le système de santé, mais qu'il fallait sélectionner, trier ce qui peut être essentiel, trier ce qui peut être visible, trier ce qui peut avoir un fort impact sur la population. Donc c'est cela, c'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été présenté au Premier ministre, et bien évidemment ce plan d'action découle également de la déclaration de politique générale du président de la de Madame le Premier ministre, mais du dernier discours du président de la République, qui a clairement dit que la santé n'est pas un luxe. La santé ne devrait pas être un luxe. Et vous voyez aujourd'hui le modèle de réussite de notre pays par rapport à la Covid-19 montre à suffisance qu'on peut avoir espoir en notre système de santé lorsqu'il y a de la volonté. Et c'est tout cela que nous sommes en train de mettre sous forme de plan d'action, de plan d'action prioritaire pour pouvoir le matérialiser très rapidement dans les jours à venir. Justement, avant de passer au plan d'action et au plan d'action prioritaire que vous allez présenter aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur des actualités quelques temps après votre nomination. Donc le ministère de la Santé, c'est un ministère que vous connaissez très bien. Après avoir été nommé ministre, on a assisté à plusieurs événements, notamment votre rencontre avec le personnel de santé du centre hospitalier des personnes, oui, du centre hospitalier de Mélène. On a ensuite appris des sanctions adressées à des médecins pédiatres de l'hôpital général. Aujourd'hui, on a envie d'avoir votre point de vue. Quel était l'objectif recherché? Certains observateurs parlaient de frapper sur les doigts. Voilà, de taper sur les doigts des médecins. Voilà, vous êtes arrivé au ministère avec beaucoup de revanche à prendre
l'entendre et tout. Et aujourd'hui, on a envie de l'entendre de votre voix. Quel était réellement l'objectif recherché derrière ces mesures? Et pour compléter la question de Gina, c'est qu'il y a la question qu'on se pose aujourd'hui. Vous avez fait les premières sorties, notamment dans 3 provinces aujourd'hui, donc l'Est hier, pour un certain nombre de centres hospitaliers, le Haut-Ogooué, le Wallantème. Vous avez organisé la task force. Quel est l'état des lieux qui ressort de tout cela à la suite de ce qu'elle a dit? Ok, merci. Non, je pense qu'il n'y a pas de revanche envers le personnel de santé. Les choses sont claires. Il faut laver l'image du système de santé. Notre système de santé souffre un tout petit peu de laxisme où le personnel de santé vient au travail quand il veut, où le responsable d'une structure sanitaire ne fait pas le tour des services pour voir quels sont les dysfonctionnements qui sont observés. Nous avons, ma première sortie officielle, c'est au niveau du Centre national de santé mentale. Pourquoi le Centre national de santé mentale? Parce que depuis 2018, il y a des fonds qui ont été mis à disposition de ce Centre national de santé mentale pour réhabiliter les bâtiments afin de transférer les malades mentaux. Donc il est inacceptable que 2 ans après, les malades mentaux continuent à déambuler dans les rues de Libreville alors que des financements ont été mis à disposition pour pouvoir assurer leur prise en charge. En tant que secrétaire général, j'avais déjà convoqué le directeur général pour qu'il puisse le faire. Je l'ai interpellé à plusieurs reprises et cette fois-ci, c'était de lui dire, écoutez, il faut commencer et je vous donne un délai de 7 jours. Aujourd'hui, quels sont les résultats? Nous sommes aujourd'hui à près de 96 malades mentaux qui ont été transférés vers ce centre national de santé mentale. Il y a une diminution considérable du flux de ces patients. Toutefois, au regard du nombre élevé de cette catégorie de patients, nous observons une saturation. Donc ce week-end, j'étais avec mes collaborateurs au niveau du Centre national de santé mentale pour voir, parce qu'il y a des vieux bâtiments qui peuvent être rapidement réhabilités pour augmenter la capacité d'accueil. Ça, c'est la première chose. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons entre 30 et 40 malades mentaux qui sont guéris. Nous avons au moins une vingtaine de malades mentaux qui, depuis 30 ans, sont au Centre national de santé mentale. Le Centre national de santé mentale n'est pas un centre d'hébergement. C'est un centre médical qui offre des soins aux malades mentaux. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette réinsertion familiale de ceux qui sont guéris, vous conviendrez avec moi qu'il y aura un problème de capacité d'accueil au niveau de cette structure sanitaire. Donc, c'était cela. Voilà, l'objectif, c'est d'apporter cette dignité à ces personnes. Parce que quelle est l'image que nous avons aujourd'hui de notre système de santé lorsqu'on voit des malades errer dans les rues de Libreville? Ce n'est pas une bonne image. Au niveau des structures sanitaires, effectivement, le président de la République nous a dit d'être un gouvernement d'action. Et c'est pourquoi, depuis que j'ai été nommé, je fais des visites inopinées dans un certain nombre de structures. Il n'est pas normal que lorsqu'on fait une visite inopinée, à 10h30 dans un service de pédiatrie, aucun médecin pédiatre ne se trouve dans ce service de pédiatrie. Et sachant bien qu'ils sont tous dans les cliniques privées, à partir de ce moment-là, la première sanction, c'est une demande d'explication. Il en est de même au niveau de Langounier, où il y a eu une visite inopinée, ni le responsable, ni le DRH, personne ne vous dit où sont les responsables de ces structures sanitaires. Et c'est des structures qui se retrouvent dans un état de vétusté avancé. Donc, il y a une espèce de laisser-aller qui s'est installé dans notre système de santé, et l'objectif, c'est de remettre les gens au travail, de leur dire que nous avons la loi 8/91 du statut général des fonctionnaires qui définit toutes les sanctions qu'un fonctionnaire peut toutes les sanctions qui peuvent être affligées à un fonctionnaire lorsque cette personne ne respecte pas les principes directeurs de la fonction publique. Mais est-ce que le problème est pris du bambou, monsieur le ministre? Est-ce qu'il suffira de sanctionner les responsables pour qu'ils viennent au travail, ou il faudra aussi peut-être analyser le fait
de comprendre, est-ce que c'est normal qu'un fonctionnaire ait à la fois un autre poste dans une clinique sanitaire privée où parfois il donne plus d'importance, voilà, où il est propriétaire, de la clinique. ou comme vous le savez, d'ailleurs c'est un secret de polichinelle, ils envoient la plupart des patients faire des examens extrêmement chers dans ces structures privées. Donc c'est peut-être voir le problème sous cet angle-là. Non, je pense que la première des choses, c'est que vous êtes fonctionnaire, vous travaillez 8 heures par jour, il faut être à votre poste de travail. C'est d'abord ça. Si on arrive d'abord à régler cela, c'est-à-dire la présence du personnel de santé au poste de travail pendant les heures de travail, ce sera déjà un pari gagné. Et la deuxième chose, c'est de voir qui est dans la fonction publique, qui est dans le secteur privé. Mais le plus important, aujourd'hui, je peux vous dire à l'hôpital général, au CHUL, que les médecins se pressent maintenant pour aller à l'hôpital parce qu'ils savent que le ministre peut venir à tout moment. Et comme la première fois, des gens ont été sanctionnés, c'est ça aussi. L'absence des sanctions a fait en sorte que les gens fassent comme ils veulent. Regardez les différentes structures sanitaires aujourd'hui. Même le centre hospitalier régional de Mélène a refait sa peinture. Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent ? Vous voulez dire qu'il y avait une volonté manifeste de ces derniers de se complaire dans cet état pour donner l'image de pourquoi de subitement, misère? après la visite du ministre, et lorsque le ministre lui leur dit que je reviens dans un mois pour savoir si les choses ont changé, les choses changent. Et pourtant, ils n'ont pas eu d'appui budgétaire. Ils n'ont pas eu d'enveloppe budgétaire en plus. C'est un problème de volonté. Et c'est pourquoi le président de la République estime qu'il a trop investi dans le secteur de la santé et qu'il faut que les choses bougent. Nous essayons, tant bien que mal, de faire bouger ces choses et simplement demander aux gens de se mettre au travail. Et c'est ça l'instruction du Premier ministre. Demandez à vos collaborateurs de se mettre au travail parce que les Gabonais attendent trop et les Gabonais veulent avoir des actions palpables pour le système de santé. Vous avez parlé de laxisme, de laisser aller. Face à ces situations, vous proposez une amélioration de la gouvernance hospitalière. Sur quoi va-t-elle se baser ? Mais l'amélioration de la gouvernance hospitalière, c'est d'abord sur l'amélioration de l'offre et de la qualité de soins. Les hôpitaux sont des services publics. Les hôpitaux ont été construits pour que la personne qui est souffrante puisse y avoir accès en toute facilité. Et donc, nous sommes en train de voir, avec les responsables des structures sanitaires, comment répondre à ces différentes questions. La première question, c'est l'accueil. L'accueil, il faut améliorer l'accueil au niveau des structures sanitaires. Même si la structure est saturée, comme l'expliquait une fois un des responsables, le chef de service des urgences, que nous refusons les gens, nous refusons les patients lorsque nous sommes saturés au niveau des urgences. Mais la façon de recevoir permet également de rassurer ou pas la population. La deuxième chose, c'est la présence du personnel de santé. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, qui soigne ? C'est le personnel de santé. Donc il faut qu'il soit à l'hôpital. La troisième chose, c'est l'amélioration du plateau technique. Vous voyez, vous allez dans un hôpital, j'étais dans une structure sanitaire, j'étais dans une province, dans une région sanitaire, et le médecin m'a dit, pour faire les accouchements, pour couper le cordon ombilical, il faut j'utilise la lame gilette parce que je n'ai pas de matériel. Mais ce qu'il n'a pas su, c'est que je sais quel est le budget de l'État qui est mis à sa disposition. Et je lui ai dit, vous êtes criminel, vous ne méritez tout simplement la prison. Il faut que les choses changent. L'argent qui est mis pour les structures sanitaires doit d'abord être privilégié pour soigner la population et non pour les primes. Donc c'est toutes ces choses que nous sommes en train de regarder pour voir également quel est sur le budget de l'État, le budget des structures sanitaires, la part réservée aux soins du patient. Parce qu'aujourd'hui, la pyramide est inversée. Les primes constituent 60% des ressources allouées aux structures sanitaires, alors que ce sont les médicaments, les consommables médicaux et tout ce qui est, plateau technique qui doit d'abord être privilégié. Donc, je parlais du plateau technique, je parlais de la formation du personnel, parce que c'est important. Nous avons certaines spécialités aujourd'hui, comme le cardiologue, la cardiologie. Les cardiologues, on les trouve uniquement au niveau de Libreville. Mais à l'intérieur du pays, nous n'avons pas de cardiologue. Alors que c'est aujourd'hui, parmi les maladies non transmissibles, l'une des pathologies les plus fréquentes, c'est l'hypertension artérielle. Il en est de même pour le diabète.
Et nous sommes également en train de voir comment relancer les programmes de lutte contre les maladies, notamment le programme de lutte contre la tuberculose, le programme de lutte contre le paludisme, le programme de lutte contre le sida, mais également le programme national de lutte contre le cancer. Donc, il y a tout ce travail qui doit être fait pour faire en sorte que notre système de santé puisse être un système fort. Mais aussi, nous sommes dans un contexte d'épidémie, de la pandémie de la Covid-19. Nous devons maintenir l'intensification des actions de sensibilisation, des actions de prévention, des actions de prise en charge, parce que, comme on le dit, la stabilisation, c'est aujourd'hui. La stabilisation, c'est hier. Mais que nous réserve demain, nous ne savons pas. Donc, mieux vaut toujours intensifier les actions de sensibilisation sur la Covid-19. L'élaboration d'un code de la santé, beaucoup de personnes se posent la question de savoir sur quoi allez-vous proposer un code de la santé, quel est son intérêt? Bon, il faut dire que le code de la santé, c'est la Bible du système de santé. C'est le document de référence au niveau du système, d'un système de santé. Parce qu'au niveau du système de santé, nous avons par exemple le système de santé public, nous avons le système de santé privé, nous avons le système de santé militaire, nous avons tous ces différents systèmes. Et nous avons des systèmes transversaux tels que l'environnement qui fait de la pollution, la gestion des déchets médicaux, les pesticides avec l'utilisation des pesticides, nous avons l'alimentation. Vous voyez, la santé elle est transversale. Il faut que tous ceux qui interviennent de manière directe ou indirecte dans le système de santé puissent avoir un document de référence. Et c'est ce document de référence qu'on appelle le code de santé publique. Au moins, ça évite que des gens puissent faire des interprétations sans avoir un support légal qui permette de se référer en cas de volonté de vouloir investir. Et nous ne l'avions pas. Nous ne l'avions pas juste depuis. Non. Monsieur le ministre, je voulais revenir sur la stratégie de lutte contre la Covid-19. Vous êtes parti du COPIL, direct ministre. Je ne suis pas parti du COPIL, vous êtes toujours COPIL. Bon, vous êtes maintenant ministre, mais depuis que vous êtes ministre, on n'a plus trop d'informations. Vous partez du COPIL en tant que porte-parole, vous arrivez ministre de la Santé, et puis vous nous augmentez 45 jours. Sur quoi vous vous êtes basé pour augmenter 45 jours de plus dans votre stratégie? 45 jours par rapport à quoi? Pour la prolongation de l'état sanitaire, d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire. Bien sûr, je pense que je vous l'ai dit tout à l'heure que nous ne sommes pas sortis de la pandémie de la Covid-19. Et les bons chiffres que nous enregistrons dans notre pays sont liés à l'attitude prudentielle des plus hautes autorités. Faux. Est-ce que c'est pas parce que les Gabonais aussi sont bons élèves? Oui, non. On a 5 facteurs aujourd'hui de réussite par rapport au modèle gabonais. Nous avons le leadership assuré par les plus hautes autorités, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, qui a su prendre en main la riposte contre la pandémie sur le plan national. Et vous l'avez vu, à plusieurs reprises, il a fait des sorties. Il a intervenu durant l'année avec l'organisation des conseils présidentiels, mais il a interpellé à plus d'une fois le peuple gabonais en rassurant le peuple gabonais sur son engagement à mener une riposte efficace contre la Covid-19. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'engagement du personnel de santé qui s'est vraiment tant bien que mal investi pour faire en sorte que les populations puissent être soignées. La troisième chose, c'est l'existence des structures sanitaires de haut niveau. Ce sont des structures qui ont été construites par le président de la République, qui ont été soutenues dans leur fonctionnement par le président de la République, parce que nous avons des CHU, parce que nous avons des structures sanitaires avec un plateau technique adéquat, que nous avons pu limiter le nombre de décès aujourd'hui, où nous avons l'un des meilleurs taux en termes de létalité au niveau de l'Afrique. Le quatrième facteur, c'est l'adhésion de la population. La population, finalement, a pris conscience qu'il y avait une pandémie et que si elle ne respectait pas les mesures barrières, elle pouvait se retrouver dans une situation de vulnérabilité. Et le cinquième point, ce sont tous les partenaires qui ont accompagné le Gabon pour pouvoir résister, pour pouvoir lutter contre cette pandémie de la Covid-19. Mais il faut dire que cette participation des partenaires, contrairement à ce que les gens veulent raconter, le Gabon
en termes de contribution financière, en termes de contribution de ressources à la Covid-19, la contribution du Gabon est à plus de 95% par rapport à la contribution qui a été faite par les partenaires. C'est vrai, c'est une contribution saluée, mais l'image qui est sortie, l'image qui a été véhiculée, c'est que si on a pu résister, si on a pu avoir une riposte efficace contre la Covid-19, c'est parce que tout simplement les partenaires internationaux sont venus nous secourir. Donc voilà pourquoi les populations disent que vous traînez dans la lutte contre la Covid-19 pour avoir l'argent des partenaires. Mais lorsque les personnes ont commencé à voir chacun dans sa famille les cas de Covid-19, ce Congo, ça s'est arrêté vite fait parce qu'on pensait que effectivement la lutte contre la Covid-19 était une manière pour le gouvernement de mobiliser les ressources à l'international. C'était pour beaucoup de personnes qui effectivement s'expriment dans les réseaux sociaux en disant que le docteur Guy-Patrick Obion, M. Copil, c'est celui que le gouvernement a choisi pour capter les fonds à l'international. Or, c'est une réalité. La pandémie a été là. Beaucoup de nos parents ont été touchés. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon chauffeur qui en est décédé de la Covid-19. Donc, c'est une réalité qui était là. Et aujourd'hui, nous sortons tête haute parce que tout simplement, nous avons anticipé sur les mesures de prévention, parce que nous avons martelé sur les mesures barrières et parce que tout simplement, nous avons... c'est vrai, c'est difficile, hein. C'est extrêmement difficile, mais nous avons insisté sur le respect de certaines restrictions individuelles. Il y a le couvre-feu qui est là, qui dérange plus d'un, mais il faut le couvre-feu pour limiter les dégâts. Il y a la fermeture des cultes qui également est là, mais il faut ça, parce que aujourd'hui, vous imaginez une seconde vague. Nous avons quand même été dans une période assez stressante, assez difficile au mois de mai, au mois d'avril. Nous tous, nous avions eu peur, nous étions cachés dans nos maisons. Oui. Imaginez que cela se reproduise au mois d'octobre, novembre, décembre. En termes de soutenabilité, c'est difficile. Donc, je pense que la bonne attitude aujourd'hui, c'est une attitude prudentielle. Aujourd'hui, nous sommes tous satisfaits lorsque, de manière hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine, nous avons aujourd'hui moins de 0,5% de contamination. Vous voyez, c'est intéressant. Au mois de mai, nous étions à 25% en termes de prévalence de la Covid-19 et aujourd'hui, nous sommes en deçà de 1%. Justement, monsieur le ministre, excuse-moi, ce qu'on sait aussi des actions gouvernementales, c'est qu'elles sont transversales. L'action d'un ministère va forcément avoir une conséquence sur un autre ministère et sur d'autres points en général. Donc, on comprend bien que du point de vue du ministère de la Santé, il faut mettre en avant la prudence. Il faut continuer à encourager les gens à respecter les mesures barrières et à respecter le couvre-feu. Cependant, monsieur le ministre, vous le savez aussi, que cette attitude a eu énormément de conséquences sur la vie sociale, professionnelle et plein d'autres pans économiques de plusieurs Gabonais. Ce qu'on retient aussi du COPIL, c'était bien sûr les prévisions, parce que nous avions suivi attentivement les différentes conférences du COPIL où on faisait des prévisions sur ce qui pourrait se passer dans le mois qui suit, dans 2 mois. Aujourd'hui, monsieur le ministre, est-ce que lorsque Dafresh parle de l'augmentation des 45 jours, dans les prévisions du COPIL, où est-ce qu'on va exactement ? Ce sont des questions qui reviennent de plusieurs auditeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ils doivent s'attendre à ce qu'ils appellent un déconfinement dans bientôt ? Ou alors, malgré les chiffres positifs que nous avons, nous devons continuer à se serrer la ceinture, bien sûr en espérant qu'il n'y ait pas une seconde vague ? Je pense que le rôle d'un chef, c'est de protéger la population. Peu importe ce que ça devra coûter. Il faut protéger la population et c'est cette attitude que le président de la République a. C'est de protéger la population. Effectivement, en tant que gouvernement, nous analysons, nous regardons avec beaucoup de prudence et nous essayons de voir également ce qui se passe ailleurs. Vous voyez, certains grands pays qui ont pris toutes les mesures, qui ont pris toutes les dispositions, sont en train de vivre une flambée épidémique. Et je crois que l'attitude aujourd'hui au niveau du Gabon est une attitude salutaire parce que nous ne nous précipitons pas. Il y a un adage qui dit « la santé n'a pas de prix ».
mieux vaut serrer la ceinture et être en bonne santé que de tout ouvrir et se retrouver dans une situation où on passe de 53 mois. Vous imaginez que depuis plus d'un mois, il n'y a plus de décès liés au Covid et qu'une réouverture brutale peut faire en sorte que nous puissions passer de 50 à 200 décès. Nous sommes un pays de 2 millions d'habitants, ne l'oublions pas. Et comment peut-on gérer cela? Vous savez, avec rien que 53 morts, nous avons une saturation des maisons de pompes funèbres. Il n'y avait plus de place. Il y avait plus de place au niveau des Monsieur le ministre, est-ce que ce fait est uniquement lié à la situation situation du Covid ou c'est parce qu'il y a aussi des Gabonais qui pendant un certain moment ne sont pas allés pour faire, étant donné qu'il y avait l'interdiction d'inhumation d'un certain nombre de personnes qui décédaient en dehors du... Non, je suis désolé, il y avait le ministère de l'Intérieur qui donnait des autorisations aux familles qui voulaient emmener leur... Mais cela n'était pas fait de façon ça avait été assez rapide. Ça avait été communiqué. Mais ce qu'il faut dire aujourd'hui, monsieur le ministre, quand on voit la capacité de résilience de la population gabonaise, beaucoup se demandent aujourd'hui, est-ce que... Mais c'est pas une capacité naturelle. Oui, mais... C'est une capacité parce qu'il y a une politique gouvernementale pour la riposte contre la Covid-19. C'est au moins une capacité d'acceptation. Arrêtons de croire qu'on a une immunité naturelle. Non. On a une résilience naturelle. Cette résilience, c'est une résilience privative d'un certain nombre de droits dont aujourd'hui, comme on dit, il y a le couvre-feu, il y a un certain nombre d'interdictions, sont des dispositions qui ont été prises spécifiquement pour protéger la population. Monsieur le ministre, quand on regarde aujourd'hui, on a parlé de l'aspect économique. Vous avez des travailleurs indépendants qui ont des problèmes aujourd'hui pour pouvoir subvenir à leurs besoins. L'aide qui avait été annoncée par le chef de l'État... Le COPIL a fait des promesses. Oui. Aujourd'hui, plus rien ne suit. Mais comment on gère ce type de cas? Le ministre de l'économie, certainement vous l'inviterez, il pourra vous donner quelques précisions sur cette question. Mais il faut aussi dire qu'aujourd'hui, ces travailleurs indépendants, ceux qui sont dans l'informel, ceux qui n'ont jamais voulu formaliser leur activité économique, ce sont ceux qui sont le plus en difficulté. Urban FM est une structure reconnue qui paye les impôts et les structures éligibles à l'aide de l'État, ce sont des structures qui sont reconnues par l'État. Donc voilà aussi les insuffisances que la pandémie de la Covid a révélées en disant que ceux qui sont dans l'informel tous les jours, on leur demande de payer les impôts, régulariser votre situation auprès de la CNSS, faites un certain nombre de documents qui font en sorte que vous soyez reconnus au niveau de l'État. Ils auraient pu bénéficier de cette subvention. Monsieur le ministre, il y a beaucoup de questions des auditeurs. On va prendre quelques-unes, parce que je pense que le temps va bientôt s'écouler. On a une auditrice, Anne-Marie de Ouazek-Bedom, qui dit que, monsieur le ministre, quel est le lien qui existe entre le SAMU social gabonais et le ministère de la Santé? Complémentarité où chacun agit sans tenir compte de l'autre? Alors, je pense que le SAMU social est un maillon du dispositif sanitaire et qui aujourd'hui excelle dans la santé, dans la médecine itinérante. Donc, à partir de ce moment-là, aussi bien nous essayons de nous concentrer pour améliorer l'offre et la qualité de soins dans des structures sanitaires fixes. Et le SAMU social est en train de développer ce pan au niveau de la médecine itinérante, c'est-à-dire aller vers la population pour mener un certain nombre d'interventions. C'est la dernière question. Oui, la dernière question, elle vient... Tu auras ta dernière question, ne t'en fais pas. Elle a surtout un rapport avec la réhabilitation des départements sanitaires. On sait qu'à travers le pays, il y a beaucoup de centres de santé ou de dispensaires qui ont été fermés ou qui sont en situation de carence en ce qui concerne la fourniture du médicament ou encore de personnel soignant. Quelle est l'ambition de Guy Patrick Obiandon à la tête du ministère pour essayer d'avoir une cartographie qui soit dynamique au niveau de la santé? Il n'y a pas d'ambition de Guy Patrick Obiandon. Guy Patrick Obiandon appartient à un gouvernement et le gouvernement a été mis en place par le chef de l'État. Donc nous suivons la vision et nous mettons en œuvre la politique du chef de l'État. Le président a dit que la santé ne doit pas être un luxe. Partout où un Gabonais se trouve, il doit être bien soigné. Donc c'est ce que nous essayons de matérialiser par l'opérationnalisation des départements sanitaires. L'objectif d'ici, nous avons élaboré un plan stratégique sur 3 ans pour qu'au niveau des départements, tous les départements sanitaires puissent voir rénover leur plateau technique. Et nous sommes aussi en train de travailler avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour
augmenter le nombre de personnels de santé formés. Nous sommes dans un pays où on ne doit pas avoir 10 ou 20 médecins qui sortent par année. On devrait avoir 40 ou 50 médecins qui sortent par année. On devrait avoir plus de médecins spécialistes formés dans les pathologies qui nous fragilisent le plus. Mais là, vous parlez de la formation, vous visitez les hôpitaux, vous n'êtes pas allé visiter l'université de la santé, qui est un véritable problème pour la formation des auxiliaires de santé. Chaque ministre doit d'abord s'occuper de ses problèmes et solliciter l'avis et l'appui de son collègue pour pouvoir travailler ensemble. C'est une réflexion qui est menée. Le système de santé dépend de la formation. Voilà. Donc, je travaille avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Nous avons initié des débats avec le ministre de la Formation professionnelle parce qu'il n'y a pas que des médecins qu'il faut former. Il y a des techniciens supérieurs, il y a des infirmiers qu'il faut former. Tout cela, c'est une... Et le Premier ministre récemment a mis en place une commission où les différents ministres en charge de ces différents problèmes doivent se réunir pour lui proposer des solutions pratiques. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à un désert médical dans les départements sanitaires. Il faut rapidement régler ce problème. Est-ce que la création de la nouvelle école pour la formation des auxiliaires de santé, vous avez prévu ça pour septembre ou novembre 2020? Nous sommes en train de travailler là-dessus parce que effectivement la formation du personnel paramédical est une formation prioritaire. Lorsque vous regardez nos structures sanitaires, vous vous rendez compte que la majorité des infirmiers est vieillissante. Oui. Et voilà, ce sont des personnes qui commencent tout simplement parce que pendant 4 ou 5 ans, l'école professionnelle de formation d'action sanitaire de Mouila et de Makoukou ont été formées. Donc, la création de l'école des infirmières va permettre de relancer cette filière qui, jusque-là, nous posait problème. Parce que c'est l'infirmière qui vous accueille à l'hôpital. C'est l'infirmière qui vous prend les paramètres. Si, effectivement, elle est fatiguée, si elle a déjà des comorbidités, vous voyez qu'elle ne peut pas réagir avec toute la rapidité qu'il faut pour pouvoir prendre en charge les personnes qui viennent à l'hôpital. Donc, c'est prioritaire en termes de formation, la formation des infirmières. Nous sommes aussi en train de voir au niveau de l'USTM, l'Institut supérieur de technologie de Masoukou, parce que nos hôpitaux souffrent d'un vrai problème de maintenance des équipements. Et avec l'USTM, nous sommes en pleine réflexion pour l'ouverture d'une filière afin que les ingénieurs et les techniciens supérieurs en maintenance biomédicale puissent être formés pour mieux asseoir les plateaux techniques. Oui, Gina. Oui, monsieur le ministre, vous m'excuserez de rester sur la question du COPIL. C'est vraiment une question du Covid. C'est une question qui me tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, monsieur le ministre, avec l'actualité liée à l'émergence de faux tests de Covid négatifs, et puis avec bien sûr l'arrivée très bientôt de la rentrée des classes et bien sûr la reprise des activités dans tout le pays, quelle est la stratégie exacte du COPIL? Pourquoi aujourd'hui, par exemple, nous n'arrivons pas à fournir des tests Covid des résultats Covid qui ne soient pas facilement falsifiables? Je pense notamment à la stratégie d'autres pays où vous recevez vos résultats sur votre téléphone, donc à travers un SMS, et vous pouvez ensuite avoir une fiche avec un code barre qui renvoie directement à toutes vos données personnelles. Donc 2 questions. Pourquoi aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui on va lentement mais sûrement vers l'émergence de résultats Covid qui seraient infalsifiables? Je mets ça entre griffes. Et deuxièmement, quelle est la stratégie du COPIL aujourd'hui pour faire face à la rentrée des classes et tous les petits moinas qui seront face à des professeurs qui auront peut-être des comorbidités? On travaille avec le ministère de l'Intérieur sur les documents Covid, les résultats Covid, pour voir dans quelle mesure ces tests ne puissent plus souffrir de falsification. Il est vrai que Gina a un iPhone ou bien Samsung, mais je peux vous dire que beaucoup de gens qui viennent faire les tests au niveau du laboratoire n'ont pas des téléphones qui permettent à ce qu'on leur envoie des examens via WhatsApp ou bien via SMS normal. SMS normal, monsieur le ministre. Mais c'est pire. Vous imaginez un SMS normal.
moi j'ai dit à mon ami, envoie-moi un SMS normal et devant le checkpoint, je montre au policier pour lui dire que voici. Non, je pense que aujourd'hui, c'est de trouver ce support. C'est ce que nous sommes en train de faire avec le ministère de l'Intérieur, c'est d'avoir effectivement un document où le policier ou bien le gendarme, l'agent de force de défense qui est formé, puisse savoir que voilà quelques petits pictogrammes qui ont été mis et qui permettent de déceler le vrai et le faux. C'est comme les faux billets. Comment détecter un faux billet? Comment savoir que c'est un vrai ou un faux billet? Donc, c'est cette réflexion qui est en cours. Bon, pour ce qui est de la rentrée des classes, nous avons travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale sur l'élaboration des manuels. L'éducation nationale, comme tous les autres secteurs, ont proposé sur la base des orientations du COPI, les normes internationales, des référentiels pour pouvoir faire en sorte que les mesures sur les gestes barrières et également la distanciation puissent être respectées. Le ministère de l'Éducation nationale est en train de travailler sur ce programme et je pense que parmi les grandes actions, vous voyez comment le ministre de l'Éducation nationale est sur le terrain pour accélérer les travaux de réhabilitation de certaines structures, éducatives. Donc voilà un tout petit peu. Je pense que le gouvernement est toujours prudent et ne fera pas en sorte que la rentrée puisse se faire sans que ces gestes barrières ne soient respectés. Monsieur le ministre, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est déjà fini? Oui, c'est fini. Tu avais encore une dernière question? Oui. Bon, la toute dernière. Qu'est-ce que tu fais encore, Marcel? Deux questions. Une question. Alors, C'est comme chaque fois que je viens ici, il n'aime pas me laisser. Voilà, la première essaie de savoir pourquoi aujourd'hui, au niveau du Gabon, on exige aux passagers qui reviennent des pays, de l'étranger, de refaire le test Covid, alors qu'ils ont, au départ de ces pays-là, ils l'avaient déjà fait. Première question, est-ce que ça sous-entend que le Gabon La réciprocité. du moins n'est pas sûr de ce qui se passe à l'international en ce qui concerne les mesures prises par les États? Non, parce que je réponds tout simplement parce qu'il y a une pluralité de tests Covid. Vous voyez, il y a des tests sérologiques, il y a des tests virologiques. Or, effectivement, au Gabon, ce que nous avons opté comme test de dépistage, c'est un test PCR. Donc, nous avons beaucoup de gens qui reviennent de l'étranger avec des tests sérologiques. Ils ont juste fait le petit avec la goutte de sang et ils ont le test. Mais il n'y a pas de tri, monsieur le ministre, à l'aéroport. Il y a bien des personnes qui rentrent au Gabon avec des tests PCR, mais qui doivent automatiquement refaire des tests PCR. Nous sommes à 2 millions d'habitants au Gabon. La prudence est de mise. S'il faut, on préfère avoir confiance en nos tests que d'avoir des documents qui peuvent être falsifiés aussi à l'étranger et que les gens nous emmènent pour dire que j'ai fait des tests dans mon pays alors que ce sont des faux tests. Nous les avons vus aussi. Nous avons certaines compagnies qui, je garde le nom par discrétion, mais qui excellent dans ces faux résultats et qui viennent et puis qui veulent nous les présenter et puis on dit non. Donc la mesure, c'est tout passager qui arrive au Gabon doit se soumettre aux exigences et c'est ça aussi. Quels sont les préalables, monsieur le ministre, pour déconfiner? Pour déconfiner, ça répond à une analyse profonde en prenant en compte tous les aspects sanitaires, socio-économiques. L'aspect sanitaire ne suffit pas à lui tout seul. L'aspect économique ne suffit pas à lui tout seul et l'aspect social ne suffit pas à lui tout seul. Donc, il faut que ces trois aspects puissent trouver une certaine convergence pour qu'on puisse décider. Et je vous ai dit que la santé n'a pas de prix. Et mieux vaut prévenir que guérir. Merci, monsieur le ministre de la Santé, monsieur Guy-Patrick Obiandon, d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci, Dafresh. Restez connectés sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Merci. Dafresh Morning.